Bonjour. Alors, merci d'abord merci à Thibaut et au comité d'organisation pour cette invitation. Alors, Violaine s'est plaint qu'elle avait eu un sujet difficile. Euh, Moi aussi, j'ai eu un sujet difficile d'abord. Bon, et en plus, moi, il faut que je rattrape le temps, parce que, hein, donc ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer d'approcher tout ça. Alors cette diapo a déjà été montrée et effectivement, toute la difficulté, c'est d'essayer de se retrouver dans cette partie de la courbe plutôt que dans cette partie ascendante de la courbe. Il faut absolument faire le diagnostic tôt. Et en fait, une fois qu'on a un test génétique positif et qu'on est devant un porteur asymptomatique, la difficulté, ça va être de déterminer quelle est la pente de cette courbe. Il faut tenir compte de d'où part la courbe, quel âge, on fait le diagnostic, et puis quelle va être la pente. Alors, bon, on va passer sur le fait que tout le monde ne fait pas le test, ce qui est quand même un problème. On a vu que les atteintes cardiaques, elles sont très fréquentes, contrairement à ce qui a été dit longtemps. C'est pas une maladie de neurologue uniquement, c'est une maladie systémique. Et je crois que vous avez entendu deux neurologues précédemment, vous parlez tous les deux de scintigraphie cardiaque, donc ça prouve bien que les choses évoluent assez rapidement. Bien sûr, il faut traiter tôt, mais en ce qui concerne l'atteinte cardiaque, il faut quand même une certitude d'atteinte cardiaque. Là où ça se complique, c'est que la pénétrance, évidemment, elle est variable. D'abord, elle est variable selon la mutation. Et puis, l'âge de début des symptômes, il est extrêmement variable, entre 30 et 70 ans selon la mutation, selon l'agressivité de la mutation au sein d'une même famille, selon le sexe, parce que le sexe ratio n'est pas 50-50, il y a une prédominance d'atteinte masculine dans les amyloses héréditaires et dans les atteintes cardiaques, je ne sais pas bien pourquoi, mais enfin c'est une constatation dans les études, c'est 60-40, selon le fait que le patient était homozygote ou hétérozygote, même selon le fait que la transmission est maternelle ou pas, au bout du compte, ce qu'on va chercher à définir avec l'interrogatoire du patient, avec son arbre généalogique, avec tous ces éléments-là, c'est la dynamique familiale de la maladie. On va essayer de se servir de ça pour répondre aux questions. Donc, Violaine vous a parlé à l'instant de cette notion de décennie à risque qu'on va essayer de déterminer à partir de tous ces éléments, donc en se basant sur l'âge du cas index quand on peut le repérer. Et puis après ça, on va intégrer ça dans l'ensemble de la stratégie diagnostique et thérapeutique, c'est-à-dire que régulièrement, l'existence de petits signes ou de signes importants d'une atteinte cardiaque peut emporter la décision de traitement pour les neurologues si la situation est ambiguë. Et enfin, il ne faut pas oublier que c'est une épée de Damoclès et que donc il va falloir suivre ces patients, il va falloir les accompagner. On a vu l'importance de la prise en charge psychologique. Et dans cette prise en charge, le fait de faire un bilan initial, ça a aussi un rôle rassurant quelque part. C'est-à-dire qu'on vient d'annoncer à quelqu'un qu'il a une maladie héréditaire, il a cette question de « oui mais la maladie elle a commencé ou elle n'a pas commencé ?» Donc répondre à cette question, ça fait partie des éléments qui nous incombent. Alors quel radar utiliser? Comment est-ce qu'il faut les utiliser? D'abord, il faut répondre aux questions et il va falloir se baser pour ça sur le type de mutation. Est-ce que la probabilité d'atteinte cardiaque est importante ou pas? C'est un peu académique. Quand on regarde les études, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'atteintes cardiaques dans les formes neurologiques et vice-versa. Et puis, c'est vrai que quand on regarde les études, on est souvent un petit peu embêté parce que la définition de l'atteinte cardiaque, si c'est simplement un septum à plus de 12 mm ou un BNP supérieur à 600 unités, mais on est beaucoup trop tard par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre à l'heure actuelle. Donc, il faut se presser, il faut faire un diagnostic
assez rapidement. Et en fait, quand on regarde la fréquence du problème, même avec ces critères de diagnostic qui sont des critères assez tardifs, dans les études, les assez grandes études qui ont été réalisées ces dernières années, il y a à peu près 50-60% des patients avec une neuropathie nécessitant un traitement efficace qui ont une atteinte cardiaque qui a déjà commencé. Là, j'ai repris un schéma que Violaine vient de vous montrer, sauf que moi, j'ai rajouté un petit cœur, c'est-à-dire que dans ces patients qui ont une neuropathie amyloïde, qui sont des patients portugais, historiquement, ils mourraient à peu près à ce moment-là. C'est-à-dire ils mourraient à 35 ans. Si vous arrivez à les soigner, si vous arrivez à les traiter, que ce soit avec une transplantation hépatique ou avec les traitements modernes, il y a toutes les chances pour que, vers l'âge de 50 ans, ils commencent à développer une atteinte cardiaque, même parfois malgré les traitements. Donc, il va falloir qu'on surveille ces patients, et pour les surveiller, on va utiliser cette notion d'âge, le PADO, c'est-à-dire l'âge prédit de début de la maladie, en sachant qu'on va les suivre dans les 10 ans qui précèdent l'âge théorique de début de la maladie dans la famille, mais que ce n'est pas parce qu'au PADO, il ne s'est rien passé qu'on va arrêter de les surveiller. Au contraire, il va falloir les suivre de manière renforcée, et notamment dans les mutations qui sont connues comme agressives. Alors, lorsqu'on utilise ce critère-là, et il faut le faire, les éléments qui vont déclencher le traitement, c'est bien entendu l'apparition d'un signe de neuropathie ou d'une atteinte cardiaque ou d'une dysautonomie sévère. Et vous voyez que dans les critères qui sont mis ici, la dysautonomie apparaît comme un élément important, ou bien donc ça ce déclenchement, c'est sur 2 critères, ou bien un de ces critères cliniques plus une anomalie d'imagerie, ou bien même en l'absence de symptômes, 2 critères d'imagerie ou d'examen paraclinique qui vont vous faire appuyer sur le bouton. Sauf que, et ça c'est une image que je dois à Isabelle Conséquent, qui est la première auteuse du papier précédent, il ne faut pas croire ça forcément pour argent comptant tout le temps. C'est-à-dire, voilà une famille où le PADO est à 61 ans, sauf que, bien sûr, vous avez un patient ici qui a développé une cardiomyopathie à l'âge de 60 ans, mais il y en a un ici qui a développé une atteinte rénale à 45 ans, et en voilà un troisième dans la même famille qui, à 35 ans, a développé une neuropathie. Donc, il faut être extrêmement prudent, et il ne s'agit pas de sortir les patients du radar sous prétexte qu'ils n'ont pas encore l'âge. La meilleure façon de ne pas voir, c'est de ne pas regarder. Alors, avec quoi est-ce qu'on va regarder ? Finalement, sachant que c'est aussi une maladie protéiforme en ce qui concerne les atteintes cardiaques, on va tout regarder. On va rechercher une atteinte infiltrative, on a des outils d'imagerie, l'écho, la scintigraphie dont on a parlé tout à l'heure. On va chercher une atteinte conductive, et ça c'est une surveillance électrocardiographique et éventuellement, si besoin, une exploration électrophysiologique. Et on va avoir beaucoup de ces patients qui vont avoir besoin d'un pacemaker, et puis on va également rechercher une dénervation cardiaque. Alors évidemment, vous connaissez tous les aspects échographiques classiques de ces patients-là. Ce sont des patients qui ont des échos beaucoup trop faciles, le cœur épais, brillant, l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, tout ça c'est sympa. Si vous faites votre diagnostic là, vous êtes beaucoup trop tard. C'est pas ça qu'on attend, c'est pas ça. Ce qu'on attend, c'est la surveillance longitudinale de sujets qui, au début, sont des normaux, ils sont asymptomatiques, et on va guetter des signaux faibles. L'augmentation de l'épaisseur du septum interventriculaire, la dégradation du strain, l'épaississement des valves. Simplement, ça impose que les examens soient faits de façon longitudinale par la même échographiste, oui ça c'est pour toi, la même machine, et peut-être, parce qu'il s'agit de signaux faibles, on a quelque chose à attendre de l'application d'intelligence artificielle dans le suivi de ces patients-là.
L'IRM, je ne vais pas vous infliger un cours sur l'IRM, d'autant que je n'en suis pas vraiment capable. Il y a plein de patterns différents. C'est très sensible, c'est bien pour dépister les formes toutes débutantes, probablement avant, ou en tout cas, oui, peut-être avant les autres signaux, en sachant qu'il y a probablement un problème de reproductibilité, de sensibilité des fois, donc c'est pas si simple. Il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées. En tout cas, ce qui a gagné beaucoup en intérêt, c'est la scintigraphie osseuse. Vous savez que sur une scintigraphie osseuse normale, on ne voit pas le cœur. Quand on voit le cœur, c'est toujours de l'amylose cardiaque. Et on fait de l'imagerie semi-quantitative, quantitative. C'est devenu un élément indispensable du diagnostic et de la prise en charge de ces patients. Alors effectivement, la positivité scintigraphique, elle est beaucoup dépendante de l'âge et de l'épaisseur myocardique, mais il faut s'intéresser aux patients qui n'ont pas encore l'âge ou pas encore l'épaisseur, et c'est comme ça qu'on trouve un certain nombre de patients avec une positivité scintigraphique précoce, alors qu'ils n'ont pas encore l'âge où ça devrait exister. Je crois que notre plus jeune, il a 30 ans. Et d'ailleurs, Vincent me rappelait il y a quelques minutes que c'est un patient pour lequel on est dans les discussions de diagnostic préimplantatoire. Donc voilà une situation où c'est un patient qui a une atteinte débutante et il y a une course qui est en cours. Donc voilà, donc il faut regarder cette positivité précoce en scintigraphie. Elle a été retrouvée par toutes les équipes et donc c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Et puis la dénervation cardiaque, ben, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 1994 déjà, il y avait les Suédois qui en parlaient. Nous, on a travaillé sur le sujet, on a testé le système parasympathique, c'est tout simple, c'est un test à l'atropine. S'il n'y a pas d'accélération cardiaque après injection d'atropine, c'est ce qu'on voit ici. La courbe d'en dessous, là, la courbe d'en dessous, ce sont les amyloses avec une dénervation parasympathique. Vous faites une injection d'atropine. Si le cœur ne s'accélère pas, c'est qu'ils n'ont plus de tonus parasympathique et donc il n'y a plus de tonus parasympathique à lever. Voilà, alors ça, c'est un élément de diagnostic. La scintille MIBG également, c'est un élément de diagnostic. Et puis les deux sont des éléments de pronostic. Et là encore, on voit qu'il y a une dissociation entre l'atteinte cardiaque, que ce soit l'épaisseur, la positivité scintigraphique. Donc il y a une dissociation entre l'infiltration cardiaque et la neuropathie cardiaque. Et cette neuropathie cardiaque précède banalement toutes les autres atteintes. Et c'est dans notre expérience l'élément positif en premier. Voilà, donc je vais passer, parce qu'on n'a pas le temps, sur le cas clinique. Voilà notre expérience donc, à Bichat, avec l'équipe de Bicêtre, du centre de référence sur les amyloses héréditaires. Ça, c'est un travail qui est en cours de publication. 107 patients asymptomatiques. Et quand je dis asymptomatique, c'est asymptomatique sur le plan cardiaque et sur le plan neurologique. Ils avaient également un électromyogramme normal, 60% de mètre 30, quelques tyrosine 77, quand même 10%. En moyenne, 45% 45 ans d'âge, 60% de femmes, on est dans des asymptomatiques. Le délai par rapport à l'âge théorique de début de la maladie, c'est 10 ans en moyenne. Et vous voyez que les cas index dans cette série, c'est 53 ans, ce qu'on retrouve banalement. Donc nos patients, ils ont 45 ans, donc vous voyez, ils ont un peu moins de 10 ans. Ils ont en moyenne une fraction d'éjection normale, un septum à 8 mm, un strain normal. Encore une fois, ils sont asymptomatiques au plan cardiaque. Ils ont un BNP normal ou un NT-proBNP normal. Donc, ce sont des normaux. Lorsqu'on fait cette évaluation à 10 ans, avant l'âge de début familial, on en a 28% qui ont au moins un examen d'imagerie positif. Alors, ça peut être de la MIBG, de l'écho, du DPD, de l'IRM. Donc 10 ans avant, quand on regarde bien, il y en a un gros quart qui ont déjà des petits signes d'atteinte cardiaque. Ça ne veut pas dire qu'on va tous
débuter un traitement chez tous ces patients. Alors, lorsqu'on regarde ces positifs-là, en fait, on est à moins 4 ans par rapport au PADO. Vous voyez, on vous dit de chercher à 10 ans, mais en fait, bon, voilà, à moins 5 ans, vous en avez un gros quart. Et en fait, ce n'est pas 0 à moins 10 ans. Il y a déjà des patients. Bon, et alors, en fait, comment on fait, quoi? Bon, en pratique, on fait comme c'est recommandé, c'est-à-dire qu'on se cale PADO moins 10 ans, on fait une imagerie multimodalité cardiaque, on cherche la cardiopathie infiltrative, donc c'est l'imagerie multimodalité, les biomarqueurs, on cherche les troubles conductifs et les troubles rythmiques, on cherche la dénervation cardiaque, et puis la surveillance, elle va être ensuite dictée, on parle de ceux-là chez qui le bilan est négatif, ceux chez qui le bilan est positif, on va s'engager dans une démarche thérapeutique. Je ne vais pas aller plus loin dans ce débat-là. Mais pour ceux chez qui ce bilan reste négatif, on va faire un suivi qui va être personnalisé, parce qu'on fait de la médecine. Et donc, ça va être individualisé en fonction de la dynamique familiale de la maladie, de l'âge, du sexe. On va suivre sur la clinique les biomarqueurs et l'écho. Et puis, on va se caler sur ce qui nous paraît raisonnable individuellement. Si on a des signes d'alerte, on va compléter avec une nouvelle imagerie multimodalité, en sachant qu'on a un travail d'équipe à faire. Et le premier au centre de l'équipe, c'est le patient. C'est comment allez-vous? Le patient qui vous dit que tout va très bien, c'est un élément. Celui qui se sent moins bien, c'est un autre élément. Des fois, il va falloir le rassurer. Il va falloir éventuellement le rassurer sur des éléments objectifs. Voilà, donc le premier au centre, c'est le patient. Et puis, c'est DRCP, c'est-à-dire que pour tous les cas litigieux, pour tous les cas difficiles, il faut discuter avec les neurologues, avec les gastros, avec les ophtalmos. Et vous avez vu que parfois, c'est l'apparition d'une atteinte cardiaque qui va permettre de démêler une situation neurologique ambiguë. Et puis, le prochain bilan, si on a fait PADO moins 10, on peut faire PADO moins 5. C'est moins clairement dit. Voilà, donc pour conclure, première étape, c'est tester, expliquer aux patients. Ensuite de ça, il faut faire une imagerie multimodalité à PADO moins 10. Enfin, en gros, quand on fait le diagnostic, sachant que c'est une maladie très latente et qu'il ne faut pas trop se restreindre sur les outils diagnostiques, c'est une maladie systémique, il ne faut pas oublier. Donc, on parle avec les neurologues, on travaille ensemble, on fait des RCP. Il faut traiter, mais il faut traiter à coup sûr. Il faut garder ces patients dans le radar. Et on a été plusieurs à dire, c'est une course de fond. Et donc, moi, je sais que j'ai des patients en charge, donc je ne saurais pas, dans ma fin de carrière, s'ils vont développer la maladie ou pas. Et cette notion de dynamique familiale est quelque chose d'important. Et enfin, c'est une course de fond. Il faut garder les patients dans le radar, garder le contact, et garder le sourire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'être empathique dans notre exercice médical. Je vous remercie.